l'évolution de ta vision sur l'évolution justement du mouvement des Gilets jaunes et les dérives qu'il y a pu avoir au sein du mouvement, aussi bien Ouais. au niveau d'un point de vue complotiste que d'un point de vue sur autre chose, sur ce qui te viendra à Ouais. l'esprit. Donc, comme je t'expliquais, là, j'en étais à ce stade-là où je parlais de ce problème de santé publique. Les Gilets jaunes m'avaient dit un truc complètement complotiste, mais il y avait un problème réel derrière que j'avais réussi à identifier. Et je suis devenu un héros pour eux. Parce que, évidemment, j'avais réussi non seulement dans la presse à avoir des articles sérieux, type l'Obs, France Culture, etc., qui prenaient au sérieux ce travail. Et du coup, j'étais quelqu'un qui avait réussi finalement à imposer un problème de santé publique. Tu avais une reconnaissance. J'avais une vraie reconnaissance. Et du coup, j'étais invité à tous les meetings de lanceurs d'alerte Gilets jaunes. Mhm. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que je me suis retrouvé dans une passe un peu difficile. Alors, excuse-moi, Ouais. Alexandre. Là, pour resituer ça, maintenant, on en est où là dans Alors, la temporalité? la reconnaissance réelle, elle date de septembre-octobre 2019, dans la temporalité. D'accord. Donc, Et fin, dans la on va dire phase, fin 2019. je vais faire un petit bond en arrière quand même. Dans la phase d'avril 2019 jusqu'à septembre-octobre 2019, donc tant que je ne suis pas reconnu institutionnellement, que la presse dit que je suis un peu une fake news en quelque sorte sur ce que je fais, je n'ai comme seule option que les Gilets jaunes pour me donner une visibilité. Et donc je passe chez Maxime Nicole, je passe chez Gabin, Vécu, etc., etc. Donc je passe chez ces gens-là en expliquant ce que j'ai trouvé sur les gaz lacrymogènes, ce que je vais expliquer ensuite aux journalistes et qui va être repris par la presse derrière. Hein. Et tout ça est disponible chez les Gilets jaunes, le même contenu que France Culture, 3 mois avant chez les Gilets jaunes. Et la presse à ce moment-là disait que c'était faux. Et donc je vais être contraint de faire une chose un peu. Pour moi, je ne suis pas certain de moi. Je dis, il y a potentiellement une intoxication au cyanure, je ne connais pas la dose. Il est important de faire des analyses sanguines pour savoir si les gilets jaunes ont un niveau élevé de cyanure ou pas. Et donc je demande aux gilets jaunes de faire des analyses. Et là, paradoxe, j'interviens sur un groupe qui est le groupe de Maxime Nicole, Flyrider Infoblocage, le plus gros groupe de gilets jaunes, 500 000 personnes dessus. Je poste le sujet. Si vous pouviez faire des analyses et si vous avez des résultats négatifs ou positifs, les deux nous intéressent pour faire des statistiques, contactez-nous s'il vous plaît. Voici mon mail. La réponse est fake news. Regardez 20 minutes à débunker. Et je me prends les articles de presse qui disent qu'il n'y a pas de cyanure avec des gens qui sont interviewés à l'arrache et qui disent n'importe quoi. Et en fait, les journalistes avaient interviewé très rapidement des toxicologues sans leur laisser le temps de vérifier la littérature scientifique et pour qui ça paraissait farfelu, en leur disant un gilet jaune a raconté que, donc le toxicologue il dit c'est n'importe quoi. Donc il y avait des articles comme ça qui étaient sortis et je me suis pris une saucée de la part des gilets jaunes qui me traitaient de fake news. Je me suis dit, bon, le seul moyen d'avoir la confiance des gilets jaunes pour que les gens fassent des analyses, parce que mon enjeu était que les gens fassent des analyses pour savoir s'il y avait un problème de santé publique, parce que je n'en savais rien. J'avais un seul résultat qui m'a été transmis. Et je me disais, si j'en ai un, ça veut rien dire. Si j'en Tu ai avais la 50, théorie, il fallait valider sur terrain. alors, Si c'était, je n'étais pas en mesure de me substituer à une institution. Ce n'était pas mon objectif. Par contre, les institutions disaient, il n'y a rien. Les directeurs de centres anti-poison minimisaient. Donc, à mon sens, s'il y avait 50, 100 personnes qui avaient des résultats élevés de thiocyanate, on retourne voir les institutions, on leur dit, écoutez, là, maintenant, on a 50 gilets jaunes, il n'y en a pas un, il y en a 50. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que maintenant, vous acceptez de faire des analyses sérieuses? Donc, mon enjeu était d'aller dans cette démarche-là. Et donc, pour ça, il me fallait des résultats d'analyse de gilets jaunes. Je contacte donc, je me dis, bon, bah, je poste sur le groupe Facebook le plus en vue, et pareil, je me fais traiter de fake news sur la base des articles de presse. Je me dis, le seul moyen, c'est qu'une personne en qui les gilets jaunes ont confiance leur dise de faire ces analyses. Et donc, mon objectif va être d'avoir une star des gilets jaunes, que ce soit Jérôme Rodriguez, que ce soit Maxime Nicole, que ce soit n'importe qui leur dise de faire les analyses. Et donc, j'envoie des messages, j'envoie un message tout simplement au groupe de 500 000 personnes, Maxime Nicole. Et donc là, je découvre l'organisation de ces choses-là. C'est assez intéressant. C'est pas du tout comme on s'imagine. Les groupes Facebook de Gilets jaunes, ils ont des modérateurs et ils ont des personnes qui sont parfois très compétentes aussi. Hein. Alors il y a une personne qui est devenue mon bras droit, entre guillemets, qui me suit encore maintenant, qui s'appelle Ivana,
qui était modératrice chez Flyrider Maxime Nicole, qui s'était énervée contre il y avait des guerres internes. Il y a une cour, il y a des gens qui veulent être les favoris de Maxime Nicole. Et donc, elle ne cherchait pas. Voilà, elle faisait son taf sérieusement. Mais du coup, quand Maxime Nicole croyait en une théorie du complot, il y a des modérateurs qui essayaient de la censurer, de la bloquer et de dire c'est des conneries. Mais ils se faisaient jarter s'ils allaient trop à l'encontre de Maxime Nicole et que lui, il aimait cette théorie. Donc, c'était toujours subtil. Et donc, Ivana, elle faisait partie de ces personnes qui essayaient de tempérer les théories du complot, de censurer les contenus totalement farfelus. Elle faisait un gros travail parce que c'était tout le temps des théories du complot. Enfin, c'était horrible parce qu'elle devait se modérer. Hein. Vous imaginez sur un groupe de 500 000 personnes. Et elle faisait vraiment, elle avait la tête sur les épaules. Elle aimait beaucoup les choses sérieuses. Et excuse-moi, hein, je te coupe encore une fois. Tu sais que c'est format ici on coupe. Et toujours pour que ceux qui suivent cette histoire comprennent bien, je rappelle ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il faut se rappeler, puisque maintenant ça fait bizarre après, mais avant, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y a encore des gens, enfin des groupes comme RT, etc., qui sont très suivis par des groupes de Gilets jaunes notamment, qui font pas mal de désinformation. Donc, il y a les groupes en eux-mêmes, il y a les gens qui ramènent les théories du complot, mais ces théories, en général, ils ne les pondent pas d'eux-mêmes. Il y a déjà des désinformateurs derrière, professionnels, qui sont habitués à ça, des systèmes de désinformation qui sont déjà à l'œuvre derrière. Il y avait un escroc qui s'appelle Argilier, hein, vous pouvez regarder, qui est celui qui a vraiment mis dans la sauce Maxime Nicole. Maxime Nicole, c'est quelqu'un qui était prompt à rentrer dans les théories du complot, mais qui aimait bien prendre son temps de vérifier l'information. Donc c'est quelqu'un qui a une tendance à croire facilement en un complot, parce qu'il y a une grosse défiance envers les autorités. Hein. Donc il fonce tête baissée sur des théories du complot. Mais il aime bien vérifier, prendre le temps, et finalement recorriger, et puis dire non, j'y crois pas finalement. Donc sur les gaz lacrymogènes, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord un premier filtre par les modérateurs. J'ai rencontré Ivana, dont je parlais tout à l'heure, mais il y a l'ensemble des modérateurs qui ont été extrêmement méfiants par rapport à moi. J'ai dû montrer mon diplôme, pareil que les journalistes. J'ai dû leur parler pendant 1 heure au téléphone. J'ai dû leur montrer les publications scientifiques. Ils ont essayé de les lire sans trop les comprendre. Ils n'avaient pas le niveau scientifique, parce que ce n'étaient pas des docteurs en biologie, pour me contrer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des techniques de bluff. Ils ont prêché le faux. Ils ont fait semblant. Et ils étaient vraiment très très taquins et très très méfiants par rapport à moi. Ils voulaient me pousser dans mes retranchements avec des techniques qui n'étaient pas des techniques de fond, mais plus des techniques de forme. Ils voulaient voir si j'étais un beau parleur, un arnaqueur, etc. Donc c'était assez intéressant de passer par toutes ces étapes. Alors je n'ai pas en mémoire tout ce qu'ils m'ont fait, mais ils m'ont fait vraiment beaucoup de choses. Et ils essayaient de trouver des contradictions dans ce que je racontais. Et on ne va pas le reprocher en même temps. Franchement, c'est le travail qu'on attendrait d'un modérateur en même temps. Ouais. Et ils ont passé des heures et des heures dessus. Hein. C'était pas rien. Et une fois ce processus achevé, j'ai eu mon audience auprès de Maxime Nicole. Donc là, j'ai eu Maxime Nicole au téléphone. Je lui ai expliqué le problème de santé publique. J'ai eu peut-être une demi-heure, 1 heure. Et je lui ai envoyé des références. Et une fois que c'était fini, je lui ai envoyé un petit texte. Et il a lu le texte que je lui ai envoyé. Il l'a lu à son public. Et il a incité les Gilets jaunes à faire des analyses en laboratoire. Et des analyses positives nous sont revenues. On en a une 50aine, avec des gros niveaux de cyanure, qui nous sont revenus. Le souci, c'est que tout de suite, il y a eu une sorte de contre-feu de la part des laboratoires qui ont dit oui, mais c'est un dérivé du cyanure qui est analysé. Et c'est tout à fait vrai. C'est le truc qui tient 2 semaines. Mais il n'existe pas d'analyse en laboratoire. Les laboratoires français ne proposent que ça. On ne peut pas faire une autre analyse. Et par contre, eux, ils disent, bah, si on veut savoir si le cyanure vient des gaz lacrymogènes, le seul moyen, c'est de vérifier directement dans le sang, après exposition en manif, le niveau de cyanure qu'il y a dans le sang. J'ai de la chance, dans les Gilets jaunes, il y a des médecins que je connaissais parce que justement, on était mis en contact. Et donc, je contacte ces médecins. Street medic. Ouais, qui faisaient street medic. Et donc, parmi eux, il y a un médecin belge, par exemple, un anesthésiste réanimateur qui s'appelle Renaud Fievé, qui est décédé aujourd'hui. Donc, qui en fait avait été choqué par les violences policières en France, qui venait de Belgique, exprès, pour installer des postes de secours en France, de type poste de guerre, hein, et qui s'occupait des blessés graves. Et donc, tout de suite, lui, il avait un fond de biochimie, s'il connaissait anesthésiste réanimateur. Le cyanure, ça lui parlait directement parce que cycle de Krebs, parce que oxygène, etc., etc. Donc il était à fond dessus, quoi. Et donc il a dit je vais revoir ma biochimie de quand j'étais étudiant. Il était tout enthousiaste. On a discuté un petit peu. Je lui ai montré mon taf. On a échangé beaucoup.
Et puis, il y avait une médecin qui était plus généraliste de terrain, qui s'appelait Josiane Clépier. Et donc, les deux médecins, je leur ai dit, bon, écoutez, je viens de trouver sur une publication scientifique dans la Royal Society of Chemistry. Donc, c'est un des plus gros journaux de chimie, dédié uniquement à la chimie. Donc, et ce journal publiait et avait décerné un prix à un scientifique qui avait développé une start-up en Suisse, qui avait développé un kit de détection de niveau de cyanure mobile. Ça tombe Et il bien. avait fait une belle petite gamme. Et cette gamme était quasiment identique. La marge d'erreur était légèrement supérieure, mais quasiment identique à celle d'un labo fixe qui mesurerait du cyanure. Donc, du coup, le truc m'avait l'air très fiable. Je contacte l'entreprise et je leur dis, écoutez, bah, ça tombe bien ce que vous faites. Et je voulais juste poser quelques questions parce que voilà, moi, j'ai pas des niveaux. Votre kit, il détecte des niveaux mortels. Les gilets jaunes, il n'y a pas une hécatombe là, en ce moment. Donc, je pense pas qu'il y ait des niveaux mortels de cyanure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les effets santé long terme ou des choses comme ça. Je voulais juste établir s'il y a bien du cyanure dans le sang des gilets jaunes. Est-ce que votre kit permet de le faire? Et là, lui il me dit, bah, en fait, c'est une colonne échangeuse, donc c'est un truc un peu technique, avec un marqueur coloré. Ça peut être quantitatif, mais ça coûte 10 000 balles. Par contre, si vous n'êtes pas quantitatif, si vous n'utilisez pas l'appareil à 10 000 balles, vous pouvez regarder juste à l'œil nu. On voit un changement de couleur, dose mortelle, ça devient violet, ça c'est sûr. Mais dès 50% d'une dose mortelle, on voit un léger changement de couleur, c'est perceptible. Donc moi je me dis, bon, ok, c'est pas super génial. Combien ça coûte? Il me dit 15 euros. Je me dis, bon, pour 15 euros, je veux bien en acheter quelques-uns, une dizaine, 150 euros de ma poche, et tester. Par contre, je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire une prise de sang. Donc moi, ce que j'étais prêt à faire, c'était le faire sur moi-même, prendre un couteau, me couper, et puis le faire à l'arrache, parce que je ne sais pas piquer avec une aiguille. C'était pas très hygiénique, mais moi, j'étais prêt à faire un peu le warrior, quoi. Aller en manif, et puis me faire une petite incision ou quelque chose comme ça, récupérer, il fallait pas beaucoup de sang, un petit fond de sang, hein. Et puis mettre un petit pansement dessus, et puis vérifier, quoi. Et je contacte quand même les médecins et je leur dis, est-ce que vous, médecins, vous êtes capable de mettre en place quelque chose de plus carré qu'un truc à l'arrache comme ça, Me couper le bras sur place. que me mettre un petit coup de couteau dans le bras? Non, mais je veux dire, dans les manifs, il y a plein de monde qui se fait des petites blessures tous les jours, hein. Je veux dire, je comptais pas me couper le bras, me tailler les veines, hein. C'était, tu te blesses un petit peu, tu te coupes un petit peu, tu as du sang qui coule, quoi. C'était vraiment rien que je voulais faire. Et il y en a qui avaient des pics doigts, par exemple, pour le diabète, etc. Donc j'avais plein d'idées comme ça qui me venaient. Puis en fait, Renaud Fievé, l'anesthésiste réanimateur, a dit non, mais on va pas faire ça salement, on va faire ça propre, on va faire des ordonnances. On va demander aux gens ce qu'ils veulent analyser de venir nous voir. On a des ordonnances pré-remplies, on met juste leur nom, etc., etc. On prélève le sang et on fait ça avec des aiguilles, proprement, et on fait une analyse et on double. On fait une analyse directement sur place de cyanure, qui est un kit, voilà, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Et à côté de ça, on va envoyer au laboratoire le dérivé du cyanure, parce que celui-là se forme aussi très rapidement, donc on va confirmer par le dérivé du cyanure, et donc comme ça, on pourra avoir le double résultat. Et donc, il monte tout ça. Et puis moi, je lui dis, putain, c'est génial ce que tu as fait. Écoute, il n'y a même pas besoin de moi, hein, vous savez faire. Il fait, non, non, mais attends, c'est toi qui as trouvé le kit quand même, je ne vais pas te priver, vas-y, viens avec nous à Paris. Voilà, donc je monte à Paris avec eux, et on fait ces analyses en manif, en avril, 22 avril. En avril 2000, 19. Je suis encore en 2019. c'est encore en 2019, On d'accord. est toujours en 2019. Ouais, avril 2019, on fait ces analyses. J'avais fait un zap dans le temps pour te parler de la partie théorique. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis retrouvé. Ouais. La partie théorique, je l'ai développée après coup. C'est ça. Beaucoup plus. Et donc, en novembre, je vais avoir un dossier qui va être écrit. Par contre, en avril 2019, je suis encore un peu plus dans le pratico-pratique, quoi. Et donc, en avril 2019, 22 avril, on va dans une manif à Paris qui est assez violente. On fait des premières analyses. On a des résultats positifs. Un groupe de gilets jaunes complètement complotistes pense qu'on est des agents du gouvernement qui prennent l'ADN des gens, commence à faire circuler des rumeurs, nous attaque, nous menace, etc., etc. Un groupe de street medics complotistes considère que si jamais ça se sait qu'il y a des prises de sang en manifestation, le gouvernement va s'en servir pour arrêter tous les street medics et interdire les street medics en manif. Et donc, pour éviter une interdiction générale des street medics, il faut nous arrêter. Ils vont nous menacer de mort et nous dire que s'ils nous revoient en manif, ils nous cassent la gueule et ils nous envoient aux flics. Normal. Dans cette série d'analyses qui a été faite le 22 avril,
Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne trouve pas que ça change de couleur. J'envoie un mail au fabricant avec des photos haute résolution de ces kits et je lui dis, j'ai l'impression que c'est négatif, on n'a pas 50% d'une dose mortelle de cyanure, ça doit être une dose très faible. Le fabricant me dit, non, moi d'expérience, là c'est qu'une photo, mais pour moi ça m'a l'air positif. Et il me dit ce que je pensais déjà, je voulais le faire, mais il me confirme. Le kit est prévu pour une certaine dose de sang. Si je double la dose de sang, je triche. Je mets 2 fois ce qui est prévu en cyanure. Mais du coup, je sais que je triche. Je peux en tenir compte. C'est pas fausser le résultat si j'en tiens compte. Et donc, si je mets 2 fois la dose de sang prévue par le kit et que ça tourne violet, ça veut dire qu'en mettant 2 fois la dose, j'ai une dose mortelle. 50% ou quelque chose de pas loin. J'ai une vraie dose mortelle. Donc, potentiellement mortelle, attention, parce que c'est pas une dose qui va tuer. Oui. Et donc, du coup, il me dit, bah, mets la double dose. Si ça devient violet, là, tu es sûr que ton résultat, c'était bien 50% d'une dose potentiellement mortelle. Mais il faut retourner en manif pour ça. Donc, il faut revoir ces street medics qui veulent me tuer. Super. On y va le 1er mai. Des street medics de ce groupe complotiste me suivent avec des téléphones portables et me filment tout le long. On doit les semer. Donc, on va avoir un triple défi. Premièrement, on se dit, on ne veut pas qu'il y ait d'image parce que, effectivement, ce qu'ils nous ont raconté, on va essayer de le respecter. Si jamais ils ont peur que le fait qu'il y ait des images de nos prises de sang, ça fasse qu'il y ait une interdiction des street medics dans toute la France. En même temps, s'ils ont peur des images et que c'est eux qui les font, ça. Ouais. Donc, on s'engage. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein, ils avaient peur des images. Donc, du coup, je leur ai dit, je m'engage à ce qu'aucune image ne fuite. Nous n'allons faire aucune prise de sang sur l'espace public. Les prises de sang que nous ferons seront faites uniquement dans des halls d'immeubles. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en manif, c'est qu'on sonne au hall d'immeuble dès qu'on va quelque part. Tous les street medics le font, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre. Et en fait, ça sert de refuge pour les personnes qui sont dans des états de détresse respiratoire, parce que ça arrive régulièrement à cause des gaz lacrymaux, et pour les gens qui ont perdu des yeux ou des mains. Ça permet d'avoir une sorte de base arrière où on peut vraiment faire les premiers soins d'urgence, des garrots, des choses comme ça. Parce que quand on le fait dans la rue, c'est pas possible. En fait, on continue à se faire charger, on se prend des attaques, etc. Donc, du coup, on décide d'essayer d'avoir des halls d'immeubles. Quand un hall d'immeuble est déjà pris par des street medics, on leur explique ce qu'on a envie de faire, on leur dit voilà, on aimerait bien faire des prises de sang également. Priorité à tout acte, type main arrachée, œil, etc. On se met dans le coin, là, dans l'escalier. Si jamais il y a un blessé grave qui arrive, on arrête ce qu'on fait et priorité au cas grave, le médecin se redéploie sur le cas grave. Vous essayez de mettre un peu d'éthique. Bon, donc on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on s'est organisé un peu comme ça. Et donc on a décidé de faire ces analyses donc en annonçant qu'on était là, que ceux qui étaient gazés fortement pouvaient venir nous voir. Alors j'utilise le mot gazé, excusez-moi, c'est un abus de langage par habitude, il y en a qui me critiquent quand je dis le mot gazé. Effectivement, c'est pas gazé comme une chambre à gaz, hein. Mais ouais, on a été exposé au lacrymo, quoi. Intoxiqué, donc, on peut dire. Comment tu dis ? Je sais pas, intoxiqué. Intoxiqué. Voilà. Je ne sais pas quel mot employer qui rendrait tout le monde content, mais voilà, par abus de langage, je vais le dire régulièrement. Donc, ces personnes qui ont été exposées, on leur demande de faire, s'ils veulent bien faire une prise de sang, s'ils veulent bien, ils signent le consentement, on fait la prise de sang et on analyse sur place, et une deuxième analyse doublée. Et donc, en mettant 2 fois la dose de sang, ça devient violet. Donc, on a bien une dose potentiellement mortelle, enfin 50% d'une dose potentiellement mortelle, quand on est exposé au gaz lacrymo. On envoie ça au fabricant, qui nous dit « mais c'est hallucinant, je veux voir ça de mes yeux, je vous crois pas ». Et il y aura une 3e série de prises de sang, où cette fois-ci, le chercheur suisse va venir avec son appareil de mesure à 10 000 balles et faire du quantitatif. D'accord. Et donc là, on est en quantitatif. Alors une dose potentiellement mortelle, c'est 1 mg par litre de sang. Nous, on était à 0,6, 0,7, 0,8, selon les cas. On est monté jusqu'à 0,8. C'est quand même... c'est quand même pas rien. Pas loin de 1, quoi. Et donc voilà, donc on était... attention, c'est potentiellement mortel parce que c'est compliqué le cyanure. Ouais. Le cyanure bloque la chaîne respiratoire. Oui, en tout cas, c'était pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé, ça c'est sûr. Ça bloque la chaîne respiratoire. Pour se l'imager, pour vulgariser ça très simplement, c'est comme si on t'étranglait, plus ou moins fort. La dose de cyanure va correspondre à la force à laquelle on t'étrangle. On t'empêche d'utiliser ton oxygène, en fait. Donc, c'est un peu différent de l'étranglement parce que c'est l'oxygène qui n'est pas utilisé. La chaîne respiratoire est bloquée et l'oxygène s'accumule.
Mais c'est la même chose que si j'avais pas d'oxygène, en quelque sorte. Donc du coup, si on a une grosse dose de cyanure, on est étranglé jusqu'à la mort. Si on a une petite dose, on peut avoir dans les vapes, perdre connaissance, ici et ça. Il y a des gens qui perdent connaissance dans les manifs assez régulièrement. Il y a des images, des vidéos où on voit des gens perdre connaissance. Je ne peux pas garantir que c'est uniquement le cyanure, mais le cyanure est une bonne piste pour l'expliquer. Et donc on a voilà, ce résultat-là qui est fort inquiétant. Et tout de suite sort dans la presse un article qui dit « Le parquet de Paris ouvre une enquête pour violence volontaire aggravée ». Quelle est la violence volontaire aggravée? Du complotisme. LCI a fait une vidéo. Donc la chaîne LCI annonce que des gens, on ne sait pas si c'est des médecins ou pas, prélèvent le sang de gilets jaunes sans leur consentement, sans qu'ils soient au courant. Et il faut faire très attention à ça dans les manifestations. C'est des gens dangereux. Et c'est des pratiques qui ne sont pas éthiques, immorales, etc., etc. Voilà ce que dit LCI à la télé. Le parquet de Paris, ayant vu ça, se saisit immédiatement du dossier et traite la situation comme si les médecins qui s'étaient déjà exprimés dans la presse et qui avaient déjà montré qu'ils étaient médecins, qui sont inscrits à l'ordre dont le nom est connu et c'est vérifiable, et les traite comme s'ils n'étaient pas médecins. Et ouvre donc une enquête pour violence volontaire aggravée, parce qu'une personne qui n'est pas du personnel médical et qui plante sans raison une aiguille dans le bras de quelqu'un, sans consentement, c'est une violence volontaire aggravée. Et donc, nous faisons tous les 4, parce qu'il y avait 2 médecins dont je parlais, il y en a un 3e médecin qui nous a rejoint sur place. En fait, il y a une médecin qui nous a vu faire, qui était dans les gilets jaunes, qui est ophtalmo, et qui dit « Mais moi, les gaz lacrymaux, j'ai tous mes patients qui ont des problèmes, il y a plein de problèmes de santé chez mes patients, ça m'intéresse ce que vous faites, je suis avec vous. » Et qui s'est mis dans le groupe. Donc 3 médecins plus un docteur en biologie. On se fait poursuivre pour violence volontaire aggravée, en premier chef. Donc l'enquête est ouverte pour ça. Très vite, ils vont requalifier en recherche sans consultation du comité de protection des personnes. Une loi qui encadre, pour moi, les essais cliniques sur les médicaments principalement. C'est les essais cliniques qui sont encadrés, donc nous, on n'a pas administré de médicaments. Oui, vous n'avez rien administré, vous faites le constat. Mais effectivement, je ne savais pas, personne ne connaît parfaitement la loi. Depuis la pandémie, on découvre un peu plus les détails. Ça n'encadre pas que la prise de médicaments. Ça encadre toute recherche impliquant la personne humaine. Et donc, ils ont essayé de qualifier ce qu'on a fait de recherche. Donc là, il y a un jugement qui va être rendu en septembre. Je n'ai pas envie de trop m'avancer. Je vais uniquement on va rester prudent là-dessus. Il y a des choses qui sont sorties dans la presse. Je vais tout simplement dire ma ligne de défense, la maintenir, qui est de dire ça peut être critiquable, et on verra le verdict, on verra le jugement. Je ne me substitue pas au juge, c'est lui qui décidera. Pour moi, ma ligne de défense est la suivante, c'est de dire que l'intention était diagnostique, c'est-à-dire de savoir si la personne était intoxiquée au cyanure. Il n'y a aucune... c'est-à-dire en gros pour constater ce qui se passe à un moment T. C'était dans un but purement scientifique et médical. Si c'était de la recherche impliquant la personne humaine, il y a le mot recherche. Or, la recherche, ça implique une hypothèse de recherche. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune hypothèse de recherche dans ce qu'on fait. Ça implique un protocole. Il n'y en a pas. C'est juste des analyses sans groupe témoin, sans rien. Enfin, voilà, c'est des analyses, quoi. Alors, ça a aucune... Si j'avais fait de la recherche, j'aurais demandé à 30 personnes de s'exposer volontairement, à 30 personnes de ne pas s'exposer, et encore 30 personnes... Ça dépend, on a vu des grands scientifiques numéro 1 mondiaux ne pas faire de groupe contrôle. Ouais. Hein. J'ai dit 30 au pif, il aurait fallu déjà faire des tests statistiques pour savoir à quel moment on est significatif statistiquement, etc. etc. Il aurait fallu faire plein de choses sur lesquelles je ne suis même pas totalement compétent. C'est-à-dire que je n'étais même pas en mesure de les faire. C'est quelque chose... Excuse-moi, mais tu avais parlé tout à l'heure, si j'ai bien suivi, ou moi j'ai raté un élément, mais tu avais en plus parlé d'ordonnance. Exactement. Ça a été fait avec ordonnance et avec un consentement éclairé sur ce qui était fait. Donc la démarche, l'intentionnalité, en tout cas, était ça. Voilà, c'est pas un insulte à personne, il faut quand même bien le rappeler. Après, je peux tout à fait comprendre, il y a des débats, hein, on verra le jour du jugement. Je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui veut absolument me condamner, etc. Il y a des gens les avis sont très partagés sur ce sujet. Hein. C'est compliqué comme sujet, parce qu'on est un peu sur un... entendre, mais oui, de toute façon... Donc je veux bien entendre des critiques. En tout cas, moi, mon avis, mon intention au moment des faits n'était pas de faire de la recherche. Mon intention au moment des faits, ce que j'avais en tête, c'était une démarche diagnostique de savoir si cette personne, elle a des vertiges, etc., à cause du cyanure, ou si c'est effectivement ce qui était dit dans la presse, des angoisses, des peurs, etc. Parce que les gens qui tombaient dans les pommes ou qui avaient des vertiges, c'était des manifestants chevronnés.
C'était parfois des black blocs. Et les black blocs, ils n'ont pas l'habitude d'être sensibles à un tir de LBD et d'avoir des vertiges parce qu'ils ont peur. Enfin voilà. Donc pour moi, il y avait. Les black blocs, encore une fois, excuse-moi, mais je précise toujours les termes pour ceux qui ne connaissent pas. Nous, ce cadre de référence, ça me paraît évident parce qu'on sait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des franges, je veux dire, assez dures. Hein, donc des habitués, comme tu dis, hein, voilà, c'est des habitués des manifestations qui sont toujours en avant. Surtout quand c'est violent, ils sont toujours là, ils ont l'habitude, ils sont confrontés. C'est une pratique, c'est quelque chose de. Enfin, il y en a qui disent que ce n'est pas des personnes, c'est une pratique, c'est une manière de faire. Le Black Bloc est né en Allemagne. En gros, c'est une tactique pour lutter contre les violences policières au départ, mais qui est considérée parfois par certains comme offensive, de personnes qui s'habillent en noir pour ne pas être reconnues et qui forment un bloc. Et qui souvent lancent des pierres, etc., évidemment, allument des feux. Mais pas systématiquement, il y a différents types de blocs qui existent, hein, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui font ça sont des personnes chevronnées, habituées aux violences dans les manifestations, qui ne sont pas du tout des personnes normalement sujettes à tomber dans les pommes parce qu'il y a des violences ou parce qu'ils sont choqués par la situation. Donc du coup, c'était étonnant pour moi. Comme on dit. Ils sont aguerris, donc c'était un peu étonnant de se dire qu'ils faisaient des syncopes parce qu'ils avaient peur, quoi. Enfin, ça me paraissait pas du tout cohérent. Et donc, en termes de diagnostic, c'était intéressant de vérifier s'il n'y avait pas une intoxication de type toxicologique, cyanure, qui contribuait à ça, plutôt que la peur ou une crise d'angoisse, quoi. Voilà. Donc, les médecins étaient tout à fait sur cette ligne-là. C'est eux qui ont organisé, alors c'est Renaud Fievé qui a organisé ça. Bon, malheureusement, il est décédé depuis. Enfin, je pense que c'est lié un peu à cette affaire. Comme on a été poursuivis, que ça nous a coûté beaucoup d'argent en avocat, etc. Sa vie personnelle a un peu flanché aussi. Il avait été alcoolique, il avait arrêté. Voilà, il y a eu des problèmes comme ça. Et malheureusement, les choses ont fait qu'il est décédé en. Donc ça, c'est une affaire qui est en suspens, qu'on ne va pas trop étayer, puisque tu as dit toi-même, il y a un jugement qui est prévu. Le jugement n'est pas encore rendu. Voilà, donc on va pas trop continuer. Alors j'en ai parlé largement parce qu'il y a des articles de presse. Donc il y a des choses que j'ai dit. Moi, je les ai vus, hein, je savais pour le jugement en septembre. Tout ça, c'est de notoriété publique. Voilà. Et je ne vais pas aller au-delà et je ne vais pas non plus. Je respecte le judiciaire. On va essayer de reprendre le fil conducteur. Donc, on en était donc au moment où l'étude est publiée, donc entre septembre et novembre 2019. Donc ensuite, comme on arrive sur les 1 an du mouvement des Gilets jaunes. L'étude n'est pas publiée à ce moment-là. À ce moment-là, en septembre, octobre, novembre 2019, je prends une garde à vue arbitraire. C'est ça qui relance la chose et qui est assez intéressant. Le retournement médiatique, c'est principalement fait sur le fait que j'étais en train de me promener au centre-ville de Nice, mais alors, rien à voir avec une manifestation. Il n'y avait pas de manif, il n'y avait rien. Je me promène au centre-ville. Il y a des militants qui ont balancé de la peinture sur une banque et qui distribuent des tracts. Alors, il s'avérera plus tard que c'est même pas de la peinture, mais c'est du lave-vitre bio, pour l'ironie du sort. Ils se sont dit, si jamais on nous arrête, on va dire qu'on a lavé la banque, on l'a pas salie. Et ils ont mélangé un peu de charbon dessus pour que ça soit noir, salissant. Et ils militaient pour dire que la Société Générale investissait dans les énergies fossiles, etc., énormément, et que ça contribuait au réchauffement climatique. Et donc, ils voulaient inciter les gens à boycotter la Société Générale, à s'orienter vers des banques qui n'investissent pas dans les énergies fossiles. Ça, tu l'as su a posteriori. Je l'ai su a posteriori, j'étais au courant de rien. Moi, je me promène dans Nice, j'étais pas au courant de l'événement, je savais rien du tout. Et il y a des policiers qui sont en train d'arrêter ces gens parce qu'ils venaient de balancer leur peinture sur la banque, là, leur vitre bio au charbon. Ils me voient passer, et il y en a un qui me pointe et qui décide de me contrôler. Parce qu'il me connaît. En gros, il t'a reconnu, on est d'accord. Je pense, des manifs, j'en sais rien. En tout cas, ce qui s'était passé, ce qui est certain, c'est que j'étais passé dans le Nice Matin à propos des gaz lacrymogènes. Il y a eu un petit article local 3 jours auparavant. Et avec une belle photo de moi, on reconnaît bien ma tronche avec mes cheveux longs, etc. Je ne suis pas très typique, surtout pour Nice. Donc, je pense que... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce policier. En tout cas, il m'a contrôlé. Je me laisse contrôler. Et puis je dis, par contre, je veux vous contrôler aussi, monsieur, parce que la dernière fois que je me suis fait contrôler, je me suis fait mettre en garde à vue sans raison. Et donc, si jamais ça se reproduit, je veux pouvoir porter plainte. Vous devez porter un numéro d'identification, vous ne le portez pas. Quel est votre numéro d'identification? Et je lui demande son RIO obligatoire pour tout policier. Le policier refuse de me le communiquer. Et il ne me le donne pas, et je n'ai aucun moyen de l'identifier. Il va ensuite mentir et dire que j'ai balancé de la peinture sur la banque et qu'il m'a vu. Et je vais prendre 24 heures de garde à vue d'abord. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça va être prolongé à 48 heures, qu'il y aura une perquisition de mon domicile,
et que lors de la perquisition, j'étais en travaux chez moi à ce moment-là, je faisais de la peinture. Il y avait des pots de peinture chez moi. Les policiers ne vont même pas regarder la peinture, ils vont aller directement dans ma bibliothèque et prendre des livres sur les gaz lacrymogènes. Ils vont ensuite aller sur mon ordinateur, allumer l'ordinateur, me demander mon mot de passe et regarder mes mails et regarder mes échanges avec les spécialistes d'armes chimiques. Donc ça fait beaucoup. J'avais des échanges, j'avais envoyé mon dossier à des spécialistes de l'organisme d'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, qui a été prix Nobel 2012 ou 13, je ne sais plus quelle année, qui est l'organisme qui supervise quand il y a une suspicion d'utilisation d'armes chimiques dans une zone de conflit de guerre. C'est l'organisme international qui supervise et qui fait appliquer la Convention de Genève. Donc les toxicologues de ce domaine-là se sont intéressés à mes travaux sur les gaz lacrymaux. J'ai échangé avec eux. Et les policiers ont vu tous mes échanges. Ça les mettait en danger parce que ces personnes-là ne voulaient pas s'exprimer publiquement parce que justement, en tant que toxicologue d'une institution reconnue, etc., ils avaient déjà beaucoup de mailles à pâtir avec le conflit en Syrie, avec Bachar al-Assad, avec ces affaires-là. Ils ne voulaient pas se mouiller sur d'autres choses. Donc, ils ont eu accès à des choses, je trouve, qu'ils n'auraient jamais dû voir. Ils les ont vues, ils ont noté, ils m'ont remis en cellule, et je suis resté 48 heures en garde à vue. Au bout des 48 heures, alors malheureusement, j'ai pas de preuve de tout ce que je raconte. Par contre, j'ai une petite preuve, c'est qu'il y a un journaliste qui m'attendait en sortie de garde à vue. Du coup, je montre, parce qu'on m'a rendu certains des livres qui ont été saisis. Du coup, il y a une belle photo de moi sur un article. Pourquoi Gasbuster a-t-il été arrêté sur TF1 là. Et on voit, en fait, j'ai deux livres dans ma main. C'est les livres qui m'ont été rendus. Et si on zoome dessus, on voit que c'est Histoire des gaz lacrymogènes et Domination policière de Mathieu Rigouste, qui est un livre qui étudie le marché des armes et qui vend les gaz lacrymogènes, etc., etc. Donc, ils ont saisi ça dans le cadre d'une enquête pour savoir si j'avais jeté de la peinture sur une banque. Voilà, donc ce qui n'a vraiment rien à voir. Logique. Ouais. Et au-delà de ça, donc tout le reste que j'ai raconté, faut me croire sur parole, malheureusement, il n'y a pas plus de preuves que ça. J'ai demandé les documents de la procédure judiciaire, je les ai toujours pas. Hein. Je serais ravi de les sortir pour montrer tout ce qui a été saisi. Alors, comment du coup, je vais essayer de reprendre le film, mais comment du coup ça change comment ça du coup ça change ta vision par les Gilets jaunes sur ton affaire, sur toi? Alors ça change, les Gilets jaunes avaient déjà confiance en moi, parce qu'ils me parlaient beaucoup. Ça change le regard des médias sur moi. Les journalistes, surtout ceux de LCI qui avaient dit sans consentement, etc., se rendent compte qu'ils ont merdé, se rendent compte qu'il y a des médecins derrière, se rendent compte que prétendu médecin, c'était pas très cool de le dire. Ouais. Et il commence à y avoir une sorte d'intérêt médiatique pour mon travail. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais être extrêmement transparent avec les journalistes. Je leur ai envoyé des correspondances mail en leur disant je ne peux pas les publier, je ne peux pas les rendre publics. Je vous montre ce que j'ai vécu. Voici ça, ça et ça. Et je leur prouve tout ce que je raconte. Je leur donne des documents qu'on m'a transmis, etc. Je leur montre beaucoup de preuves. Il y a des choses que je ne peux pas rendre totalement publiques, mais que j'ai gardées privées, mais que j'ai montrées à des journalistes, comme gage de bonne foi, et qui sont suffisamment fortes pour convaincre les journalistes. Et donc, j'ai eu des journalistes scientifiques, j'ai des journalistes pointus, etc., qui ont regardé mon travail. Ah, il y a encore des médias qui ont des journalistes scientifiques. Charlie Hebdo, par exemple, il y a Antoine Fischetti, que j'aime beaucoup, qui fait des très bons articles, qui est Charlie Hebdo, hein, qui n'est pas vraiment journaliste scientifique en tant que tel, mais qui est docteur en physique et qui traite les sujets scientifiques. Qui a fait un article très mesuré sur les gaz lacrymogènes. Il m'interviewe. Il montre les limites de ce que je montre. Hein. Il dit, voilà, il n'est pas convaincu à 100%. Il dit, voilà, il y a potentiellement un problème. Il le montre. Et il a fait une double page dans Charlie Hebdo. France Culture et Pierre Robert qui a fait un travail excellentissime. J'ai vraiment beaucoup aimé. Lui, il a passé beaucoup de temps au téléphone avec moi. Il a lu tout le dossier de 120 pages. Il s'est farci la biblio. Il a vraiment fait un travail de fond, en fait. Et il a résumé mieux que moi mon dossier. Donc, voilà. Donc j'invite les gens à regarder l'article de France Culture qui est vraiment très très bien travaillé. Je le mettrai dans la description. Ouais. Et surtout Emmanuelle Anison qui, elle, en fait, est la seule journaliste qui, depuis le début, me défend, entre guillemets. Elle m'a contacté, elle suivait les Gilets jaunes. Elle faisait des portraits de Gilets jaunes. Elle n'est pas journaliste scientifique. Elle m'a contacté dès mars 2019, mars-avril. Elle était présente lorsqu'on a fait les prises de sang et les prélèvements. Elle a regardé de ses yeux ce qui se passait. Elle a discuté avec le scientifique suisse qui est venu en France avec son appareil de mesure. Elle était là tout le long. Et elle a fait un article peu avant ma garde à vue dans l'Obs
un portrait de 4 pages. Alors elle a dit, c'est son choix. Moi, je voulais pas qu'on parle de moi. Enfin, je voulais pas. Je m'en fous. Ça fait plaisir qu'on parle de soi. Je vais pas. Je suis narcissique comme tout le monde. On va dire peut-être même plus. J'en sais rien. Mais c'est surtout que tu as fait un boulot qui méritait peut-être d'être connu. Quoi, mais mon enjeu était de santé publique. Donc pour moi, l'enjeu était le boulot. Et j'ai laissé carte blanche à tous les journalistes. À chaque fois, les journalistes, je leur dis, vous faites ce que vous voulez. Et cette journaliste-là a dit, je pense que malheureusement, comme on t'a attaqué dans la presse, comme c'était un peu sur ta personne, etc., il faut te présenter toi et ta personne. Donc elle a fait un article qui n'est pas centré sur les gaz lacrymaux, mais qui traite du sujet, mais qui est mon portrait sur 4 pages. Ça a déclenché énormément de jalousie au sein des Gilets jaunes. L'article n'a pas été partagé par beaucoup de Gilets jaunes qui m'ont boycotté. Il se met en avant, comme si c'est moi qui avais rédigé l'article, quoi. Alors là, c'est intéressant de préciser si d'après toi, ça vient des leaders de Gilets jaunes. Non, ça venait de... Je ne sais pas si ça venait des leaders, je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était, il y avait même des gens proches de moi qui m'aimaient bien, qui suivaient tout ce que je faisais, qui ont commencé à m'insulter, qui ont commencé à me tourner le dos. Et j'ai eu vraiment une vague d'hostilité de la part de beaucoup de Gilets jaunes par rapport à cet article. Il nous a utilisé, il a juste voulu se mettre en avant, voilà, il s'en fout en fait du problème, il voulait juste avoir son article sur lui, etc. C'était vraiment... j'ai eu droit à des choses comme ça. Alors, je comprends cette réaction, je me mets à la place des personnes dans l'émotionnel. Effectivement, on me promet un article sur les gaz lacrymaux et un problème de santé publique, et un article sur Alexander Samuel, l'homme qui enquête sur les gaz, et 4 pages où il y a ses photos, quoi. Donc, il y a eu une réaction qui était assez épidermique, et où j'ai beaucoup pris dans la gueule, hein, vraiment, par les Gilets jaunes, à ce moment-là. Mais j'ai eu quand même une autre partie des Gilets jaunes qui savait, j'étais très transparent, hein, j'expliquais, je leur ai dit, j'ai laissé carte blanche aux journalistes, bon, il a fait ça, il a fait ça. Lui, il pensait que c'était utile pour le grand public, pour le sensibiliser, pour humaniser la lutte qui est faite, quoi. Donc, voilà, j'ai accepté mon sort, entre guillemets, puis j'ai eu quand même des Gilets jaunes qui m'ont soutenu, c'était un peu varié. Et derrière ça, donc j'avais quand même, une fois que j'ai eu d'autres articles qui sont sortis, Charlie Hebdo, France Culture, etc., qui traitaient un peu plus du fond, il y a quand même beaucoup de Gilets jaunes qui sont revenus et qui m'ont quand même partagé les contenus. Voilà. Donc c'était un peu voilà, mitigé, mais ça allait. Et c'est là que j'ai eu des contacts plus internationaux. Je me suis dit, la France ne réagit pas. On a essayé de mettre la pression sur la France médiatiquement aussi. J'ai eu énormément d'articles de presse. Quand vous tapez gaz lacrymogène Alexander Samuel sur Internet, vous avez une foison d'articles. Hein. Il n'y avait que ça. Je crois que j'ai recensé, parce que je me suis fait un petit fichier pour garder les articles, il y a au total 150 à 200 articles sur Alexander Samuel et les gaz lacrymogènes. C'est pas mal. En une période de 1 an, quoi. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas eu une petite médiatisation, c'était très gros comme médiatisation. Ouais. Et malgré cette médiatisation, bah, il n'y a eu aucune réaction des autorités sanitaires. Il n'y a eu aucune évaluation, aucun contre-feu. C'est comme s'il n'y avait rien de fait. Donc là, je me suis dit, tiens, ils arrivent à étouffer, ou en tout cas à ignorer le problème totalement. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes mots. Étouffer et ignorer, ce n'est pas la même chose. Ouais, c'est pas étouffer, c'est pas... J'ai fait un lapsus, je pense que c'est plus ignorer. Mais je dis étouffer dans le sens où, en gros, bah, c'est pas devenu un sujet, quoi. Moi, je pensais qu'avec 150 articles dans la presse, ça allait devenir un sujet. Ouais. Et, ça nécessitait peut-être une réflexion, un débat, un début de débat. Et j'aurais au moins aimé, même une réponse négative, même un chercheur qui fasse une expérience ou quelque chose avec un labo et qui me démontre que je me plante. Et qui le disent, qui disent, regardez, il raconte n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de cyanure, parce que ceci. Enfin, j'aurais aimé une réponse de fond. Parce que moi, je reste ouvert à l'idée que je me plante. Même aujourd'hui, malgré le temps que j'ai mis. C'est normal, tu es un scientifique, donc tu as le regard scientifique de dire, voilà, j'avance une hypothèse, j'ai fait des études. On a des observations, on a des choses qui ne sont même pas des études, on est dans l'ordre de l'observation. On a des gens exposés au gaz lacrymo, le cyanure a une demi-vie de 30 minutes, 1 heure, bah juste après, il monte à 0,6-0,7 mg par millilitre de sang. Donc, mg par litre de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, dites-moi. Et après ces 150 articles, là, donc on est à peu près à la mi-2019, là, à peu près, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, après cette salve d'articles, donc la salve d'articles, c'est septembre, octobre, novembre 2019. 2019. Je décide, donc je te disais que le problème était qu'au niveau national, il n'y a pas de réaction. Donc je me dis, l'international. La meilleure solution, c'est d'aller toquer à la porte d'autres pays, de regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un scandale sanitaire en 1986 en Allemagne, par exemple,
C'est ce sur quoi, je pense, se basait Raquel Garrido, ou du moins le médecin de Raquel Garrido. En 1986, il y a un toxicologue qui a mis un poste mobile qui s'appelle Max Danderer. Il écrivait les bouquins de référence de la toxicologie en Allemagne. C'est le seul qui écrivait des bouquins à l'époque, dans les années 80. Donc c'était le ponte de la toxicologie en Allemagne. Et le mec, il va être interviewé dans le Spiegel. Un article, donc Spiegel, c'est un magazine plutôt sérieux, qui n'est peut-être pas le plus sérieux de toute la Terre, mais qui est quand même un niveau de l'Obs pour la France, comparable à l'Obs, je pense. Donc, dans le Spiegel, il explique que les manifestants allemands antinucléaires, c'était une manif antinucléaire, ils étaient allés bloquer des trains, des convois qui enterraient des déchets nucléaires, des déchets radioactifs, et on les avait gazés avec du gaz lacrymo. Et les gens se sont perdus dans les bois, ne savaient plus où ils étaient, ne savaient plus qui ils étaient, erraient dans les bois, sont restés parfois une nuit complète, se sont tombés dans les pommes, etc. etc. Et là, Max Danderer donne une interview et dit bah, c'est normal, c'est parce que ce gaz lacrymogène il est métabolisé en cyanure, et tout le monde le sait, mais les autorités le glissent tout le temps sous le tapis. En fait, on a plein de manifestants qui ont été exposés à des doses élevées de cyanure parce qu'ils ont eu plein de gaz lacrymo dans la gueule. Et il y a des photos des manifestants qui ont des brûlures, des énormes brûlures sur la peau, du deuxième degré. Donc, il y a des tas de choses comme ça dans un article de presse de 1986. Donc, j'essaye un petit peu de mettre en valeur cet article. Et puis, je vais contacter l'Amérique du Sud, je vais contacter les États-Unis, je contacte partout où je peux, tous ceux qui bossent sur le sujet. Et je vais me rendre un peu visible dans les réseaux militants. Et là, j'ai un gros coup de bol. Il y avait l'école polytechnique de Hong Kong qui était bloquée parce qu'il y avait un mouvement contre l'extradition law. L'extradition law, c'est une loi qui disait que la Chine pouvait extrader des citoyens hongkongais et faire appliquer le droit chinois à des Hongkongais, en les faisant sortir de Hong Kong. Hong Kong ayant un statut spécial avec davantage de liberté, des millions de Hongkongais étaient dans la rue. C'était une des plus grosses manifestations qu'il y a jamais eu à Hong Kong. Ils voulaient bloquer l'application de l'extradition law. Les autorités chinoises ont considéré que le gros des manifestants des manifestations étaient mobilisés par les intellectuels et par les universitaires. Et ont donc décidé d'attaquer l'école polytechnique de Hong Kong. Les étudiants de l'école polytechnique ont décidé de résister. Et il y a des photos, vous pouvez regarder sur le net, c'est impressionnant. Ils ont pris les arcs et les flèches de la salle du gymnastique. Ils ont installé des barricades et des trucs, on dirait du mélange Moyen-Âge moderne, quoi. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans du cyberpunk, quoi. C'est un univers de fou. Et ils se sont barricadés dans l'école polytechnique. Et ils ont refusé que les flics rentrent dans l'école polytechnique en étant assiégés. Donc on appelle ça le siège de PolyU, l'école polytechnique de Hong Kong. Et durant le siège de PolyU, sur des réseaux cryptés, Telegram, etc., il y a des gens de Hong Kong qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Je suis actuellement au milieu de PolyU, on a vu tes travaux, enfin ils parlent en anglais, hein, on a vu vos travaux sur les gaz lacrymaux, etc. etc. Est-ce que vous pourriez nous aider à organiser nos défenses ?» Et j'étais mort de rire, parce que les Gilets jaunes n'arrêtaient pas de vanter la défense génialissime de PolyU par rapport au gaz lacrymo. Et j'étais tout fier dans mon petit coin, leur donner mes petits conseils et mes trucs sur les réseaux cryptés. De savoir que en fait, j'y contribuais grandement, quoi. Et donc, ces gens de PolyU étaient dans des labos de recherche. C'était des universitaires, des maîtres de conf, des gens comme ça, qui étaient très mobilisés. Et parmi eux, il y avait beaucoup de psychologues, de chercheurs en psycho. Et ils ont décidé de faire des études sur les effets psychologiques des violences policières, parce qu'ils avaient beaucoup de détresse psychologique en fait parmi leurs étudiants. Et c'était vachement intéressant. Les symptômes sont assez vagues quand on a une détresse psychologique et ressemblent à ceux qu'on peut avoir quand en post-exposition au cyanure. Donc c'est une étiologie qui n'est pas très claire, et c'est tout le problème, hein. Alors sur le coup, nausées, vomissements, et puis après, fatigue extrême, des choses comme ça, quoi. Fatigue extrême, vertige, voilà, pas super clair. Et donc ça recoupait un peu le cyanure. Donc moi je leur ai dit, ouais mais attendez, parce qu'il y a à la fois une explication psychologique, qui est tout à fait valable, mais il y a une possibilité d'explication physiologique avec le cyanure. Ce serait bien de distinguer les deux, on pourrait peut-être voir si on peut distinguer les deux effets, voir s'ils contribuent. Peut-être qu'il y a tellement de détresse parce que justement il y a un effet physiologique en plus de l'effet psychologique. Donc voilà, on discutait un petit peu, c'est vachement intéressant. Il y avait un chercheur français dans le coup aussi, Jaïs Adam Troyan, qui a fait une étude sur l'effet psychologique des violences policières. Donc là aussi, il y a pas mal
il y a très peu d'études qui sont sorties, très peu de chercheurs qui bossent dans le sujet. Et donc, ces gens de PolyU m'ont dit, bah écoute, en décembre, ils m'ont envoyé des articles en chinois, que j'ai pu Google Translate à l'arrache, je comprenais à peu près, qui parlaient de journalistes qui se faisaient enlever parce qu'ils essaient de lancer une alerte sur un virus qui se répandait en Chine. Et donc, ça, c'est décembre 2019. Et eux, ils étaient activistes. Donc, j'avais tous les trucs des journalistes activistes, c'était les gilets jaunes de là-bas, hein, qui étaient parfois traités de complotistes aussi, hein, et qui étaient des activistes qui allaient sur le terrain, qui filmaient en continu, etc., et qui, là, s'étaient rendus dans les hôpitaux de Wuhan, et avaient filmé des gens qui décédaient du coronavirus, et qui s'étaient fait enlever par les autorités et mettre dans des prisons, et qui avaient disparu parfois pendant 30 jours, 40 jours, etc. Et il y en a qui réapparaissaient, il y avait des articles de presse nombreux sur ces sujets-là. Et au début, je me dis, ouais, faites gaffe quand même, ça m'a l'air un peu bizarre. J'étais un peu plus méfiant par rapport aux gens de PolyU. Ils me demandaient mon avis de biologiste moléculaire, parce qu'en tant que psychologue, ils ne savaient pas trop. Et ils m'ont dit, ouais, toi, tu es biologiste moléculaire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et donc, j'ai regardé un petit peu. Au début, j'ai dit, bon, bah, les coronavirus, oui, il y a eu le MERS, il y a eu le SRAS, bon, c'est possible, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose. Maintenant, là, on n'a pas de données, on n'a rien, quoi. Faut déjà attendre qu'il y ait quelque chose qui soit publié. Et quand on a eu la séquence qui est sortie, je me suis jeté dessus, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire comme PCR, etc. Parce que j'ai fait de la biomol, ma thèse, j'ai passé beaucoup de temps à faire des PCR. Donc, j'étais spécialiste PCR de l'Institut, et on me demandait des conseils pour designer les amorces de PCR. Donc du coup, j'étais choqué par le fait que les amorces qui avaient été choisies par l'OMS, je les trouvais très mauvaises d'un point de vue théorique. Alors je pouvais pas, j'avais pas de labo pour tester, mais en fait, dans une PCR, on utilise des amorces, et ces amorces, elles peuvent contenir, alors il y a ATGC dans le code génétique, et elles peuvent contenir une proportion de A et de T plus forte que de G ou de C. Et les GC se lient plus fortement en fait. Et donc si on a des amorces qui contiennent beaucoup de AT, c'est des mauvaises amorces parce qu'elles se fixent mal sur la séquence et on peut faire des faux positifs avec. Donc j'étais un peu sceptique par rapport aux amorces choisies par l'OMS. J'avais regardé la séquence et je trouvais qu'il y a des endroits qui étaient conservés, qui étaient bien et qui permettaient peut-être d'avoir de meilleures amorces PCR. Donc je voulais proposer ça et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les chercheurs en biologie moléculaire de France ou même du monde qui discutent entre eux, qui se créent un méga forum et qui choisissent les meilleures amorces possibles, qu'on fasse des tests PCR en boucle là, pendant 2-3 semaines et qu'une fois qu'on a les meilleures amorces, on n'utilise que celles-là et qu'on en fasse un truc du domaine public. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ça n'a pas été fait. Hein. Ça a été des entreprises privées. Et donc j'étais dans ces démarches-là, voilà, de m'opposer à ce que faisait l'OMS en quelque sorte, au choix de contrôler les PCR qui étaient faites, à m'opposer au gouvernement chinois qui disait qu'il minimisait la pandémie, etc., etc. Et au sein du mouvement des Gilets jaunes, c'était très apprécié. J'ai été invité par Gabin Fromont et par de Vécu pour parler de la pandémie en février 2019, où j'expliquais que contrairement à ce que disent les autorités, c'est transmis par aérosol. Ouais. 2020, ouais, pardon. En 2020, en février 2020, que contrairement à ce que disaient les autorités, c'était transmis par aérosol. J'ai montré les études, les premières études qui sortaient à ce sujet, où il y avait des contaminations par aérosol qui étaient décrites. J'ai parlé de plein de choses comme ça. Et puis, j'étais aussi dans une optique, alors que les psychologues de PolyU m'avaient conseillé, ils m'avaient dit, fais gaffe, parce que quand il y a une crise sanitaire comme ça, ou même une crise en général, si une population est en défiance, comme nous, Hong Kong, tout le monde est en défiance, bah, il y a un risque que les gens se jettent sur les charlatans, les menteurs, etc., parce qu'il y a une place vacante. Ils n'ont plus confiance en l'autorité, et ils savent plus vers qui se tourner. Et donc, le premier qui vient, ils lui font confiance. Un scientifique à moitié institutionnel, un peu reconnu, etc., qui se présente, qui leur raconte n'importe quoi, avec une barbe blanche et des cheveux longs blancs, bah tout de suite, les gens ils vont se jeter dessus. Donc, voilà. Le même que je parlais tout à l'heure. Voilà, donc du coup, c'est un peu ce que j'ai vu se produire au sein du mouvement Gilets jaunes. Ils ont essayé de me prévenir. Alors, ce que j'ai tenté de faire, c'est de faire des interventions auprès des Gilets jaunes où je ne me présentais pas moi comme autorité sachante, mais où je leur présentais non pas les connaissances modernes sur le SARS-CoV-2, mais les bases sur ce que c'est qu'un virus. Qu'est-ce que attends, parce que là, je te coupe, parce que moi, là, c'est typiquement le sujet qui m'intéresse le plus, moi, à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qu'on devait venir. Bon, on a pris des chemins tortueux, mais c'est le principe, on l'avait dit, hein, c'est une discussion entre amis. Mais là, c'est super important pour nous.
là, il y a donc il y a un mouvement de gilets jaunes, donc qui est un mouvement qui dure depuis 2 ans, qui est du jamais vu en France, enfin sur la durée en tout cas. Hein. Chaque samedi, dans toutes les grandes villes de France minimum, tu as des manifestations. Donc c'est quand même quelque chose d'assez singulier, on est d'accord. Comme tu le dis, il y a une défiance à l'autorité, une défiance à la crédibilité des médias, une défiance aux politiques. Bon, il y a tout ce cocktail. Et arrive là une pandémie. Donc une pandémie, tu l'as dit toi-même, on sait qu'il y en a eu plein. Hein. Tu as cité le SRAS, on pourrait citer le H5N1, donc le MERS 2012, aussi, pardon, je m'ai dit, le MERS 2012. Enfin, les pandémies, on a l'habitude, on sait ce que c'est et on sait qu'on en aura tout le temps de toutes les manières. Ce qui est particulier avec le SRAS et le MERS, je te coupe un petit peu, c'est que justement, ils n'ont pas fait pandémie vraiment, parce qu'ils ont été arrêtés. Oui, et puis le MERS, par exemple, c'était essentiellement au Moyen-Orient. Voilà. Voilà, ça a duré un temps, c'était localisé, ça a pu être coupé. Par contre, effectivement, on a d'autres exemples plus anciens, il faut remonter un peu plus de temps, c'est un peu moins fréquent. Mais l'exemple le plus classique qui est utilisé, c'est la grippe espagnole, évidemment. Hein. Oui, mais voilà, on a quand même des confinements, des fermetures d'écoles en France. On a quand même des pandémies qui existent et qui arrivent régulièrement. Mais effectivement, excuse-moi, mais je veux que tu me répondes à ma question. Je veux savoir, le regard de scientifique que tu as, toi, tu es là à ce moment-là, toi, au moment de cette pandémie, avec tout le cocktail qu'on a énoncé, toi, tu as un regard scientifique. Arrive cette pandémie, tu es dans les mouvements gilets jaunes, hein, tu les côtoies de près, comme Yanis d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui te saute à la gueule à ce moment-là? Au début, je vois surtout les autorités qui disent qu'il n'y a pas de problème, qui minimisent. Donc je revis ce que j'ai vécu avec les gaz lacrymaux. Il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, je me dis, mais pour moi, il y a potentiellement un problème. Et vaut mieux être préparé et qu'il n'y ait rien qui se produise derrière, comme H1N1. Enfin, voilà, il y a eu des phases où on a peut-être fait des choses préventivement, on était préparé au cas où, et puis il ne s'est rien passé. Mais au moins, on était préparé. Et le jour où ça se passe, on est prêt. Plutôt que de dire, ouais, il ne se passera rien, et puis de se prendre tout dans la gueule, quoi. Donc, très souvent, on se prépare pour rien, ça fait partie de la sécurité. Il ne faut pas être dans l'excès de sécurité, parce qu'évidemment, après, on ne vit plus. Il faut trouver un juste milieu. Mais là, il y avait quand même des signaux assez inquiétants pour au moins ne pas dire « allez tous au théâtre et faites la fête ». Donc, tu comprends qu'au niveau des autorités, ça tergiverse. Voilà. Et je reste solidaire des Gilets jaunes à ce moment-là. Je reste dans mon optique anti-autorité, avec une inquiétude qui a été, dans ma tête, prononcée par les gens de Hong Kong, les psychologues. Je leur fais confiance, qui me disent « attention, défiance envers les autorités, ça veut aussi dire potentiellement des profiteurs ». Donc je reste vigilant par rapport à ce qu'il racontait, je regarde ce qu'il racontait, je surveille les réseaux sociaux et je contre très rapidement. Il y en a un qui s'appelle Pascal Trotta, pas Silvano, mais Pascal, qui racontait des conneries sur la pandémie. Tout de suite, j'ai contré. C'est quelqu'un qui n'est pas allé très loin. Le brevet, Pasteur, etc. Pareil, j'étais parmi... Le cas Antonio. Ouais. Avant que la presse n'en parle, etc., j'avais déjà sur les médias Gilets jaunes expliqué pourquoi c'était bidon. J'avais fait une vidéo avec Sanglier jaune où on expliquait la fraude, les mensonges de Pascal Trotta et la connerie sur le brevet, etc. Et en même temps, je me disais, il fallait aussi, ça me paraissait utile, donner des armes générales. Pas se présenter comme autorité qui va leur expliquer le coronavirus. C'était pas le but. Mais faire une sorte de vulgarisation des 2 premières années de fac que j'ai vécues sur le système immunitaire, les maladies infectieuses, différence entre un virus et une bactérie, parce que bon, il y a quand même BioMoon, Mounir Aberkan, pas Idriss, mais Mounir. Il y a des noms de famille comme ça des fois. Donc, en tout cas, voilà, qui raconte que le SARS-CoV-2 serait un bactériophage virus, et donc qu'il soit à la fois bactériophage et virus, alors que le code génétique n'est pas tout à fait le même, il n'est pas lu de la même façon avec les bactéries, c'est des trucs totalement farfelus, et qui raconte ça au calme sur François, et que ça a buzzé quand même dans les réseaux Gilets jaunes. Donc il y a des tas de choses comme ça, bidons, qui ont circulé, et je contrais ces choses-là, et je me disais, la meilleure façon, c'est à la fois de contrer, de débunker, mais aussi de donner des armes intellectuelles aux gens pour qu'ils aient un petit niveau, alors peut-être pas nécessairement faire un niveau licence 2, DOG, comme on dit dans l'ancien système, DOG de biologie à tout le monde, c'est pas le but,
mais au moins donner quelques armes, quelques notions élémentaires pour que les choses les plus grossières ne puissent pas passer. Et donc, j'ai expliqué un petit peu comment marcher. Par exemple, il y avait le truc sur la grippe. Moi, je trouve que ça a été très peu vulgarisé et expliqué. J'étais assez étonné parce qu'il y a plein de monde qui disait au tout début de la pandémie, le gouvernement disait... alors, il y en a qui disaient qu'il ne fallait pas comparer ce virus à la grippe. C'était pas comparable. Et puis, il y en a qui disaient que c'était une grippette. Et donc, j'étais un peu perdu. Et j'étais d'accord avec fondamentalement, je comprends qu'on ne compare pas des pommes et des oranges. On aime bien dire ce genre de phrases. Donc il y a plein de phrases récurrentes qui restent. Et donc, on ne peut pas comparer la grippe et le coronavirus. Ouais, je comprends. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi pas finalement, en ayant conscience des différences? Pourquoi pas essayer de dire, est-ce que c'est beaucoup plus contagieux? Quel est le taux de mortalité? On peut comparer en pointant des différences. Je veux dire, c'est pas gênant de comparer une pomme et une orange en disant bah, une pomme c'est comme ça et une orange c'est comme ça. Enfin, voilà. Oui, tant qu'on n'essaie pas de faire passer l'orange pour la pomme ou vice-versa. Exactement, voilà, c'est ça. On n'est pas sur les mêmes standards et on explique les standards différents. Voilà. Et puis dans tous les cas, la pomme et l'orange, on se prend en commun, c'est des fruits. Donc, voilà, donc on peut comparer différents types de fruits. Non, je comprends la phrase, il ne faut pas comparer des pommes et des oranges. C'est une phrase qui est utilisée dans un certain contexte et qu'il faut bien comprendre. Elle est utilisée quand quelqu'un va dire qu'il y a un truc significatif en prenant un groupe contrôle qui n'est pas un bon groupe contrôle, en fait. Voilà. Mais ici, en l'occurrence, cet adage ne s'applique pas du tout. Je peux très bien comparer une grippe et un SARS-CoV-2 parce que je compare leur structure, je compare si, je peux faire des comparatifs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je connais rien à la grippe, je ne suis pas un spécialiste du domaine, j'ai juste regardé, essayé de comprendre comment ça marche. Et donc, j'ai découvert que, en fait, je ne connaissais pas le réseau Sentinel, tu vois. Enfin, maintenant, je peux en parler. On fait tous genre, on connaît tous. Je sens que ça fait 10 ans que je connais. Je ne savais pas ce que c'était, clairement. Hein. Et en fait, je me rends compte qu'en gros, j'espère que je n'ai pas compris de travers, hein, mais c'est ce que j'avais compris. On faisait des PCR sur très peu de cas de décès de la grippe. Et les décès attribués clairement à la grippe avec une autopsie, tout attribué PCR, etc., on en a peut-être une 100, 150 par an. Quoi. On n'en a pas plus que 150 par an. Et par contre, on parle de surmortalité en période d'épidémie de grippe. Et là, on atteint du 6 000 à 10 000. Sauf que ce n'est pas attribué directement à la grippe, c'est le nombre de morts qu'il y a pendant l'épidémie de grippe. Donc au même moment. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer cette différence et ces notions-là, parce qu'il y a plein de monde qui disait, quand on arrivait à 10 000 morts de SARS-CoV-2, qu'il a été directement attribué à SARS-CoV-2 avec PCR, les gens disaient, ouais, mais c'est moins que la grippe, regardez, la grippe, elle fait 10 000 morts par an. Et je trouvais ça intéressant de dire, non, regardez, la méthode n'est pas la même. Si je considère uniquement PCR attribué directement, la grippe, elle est à 150. Par contre, c'est un peu biaisé, évidemment, parce que là, comme on a peur du coronavirus et qu'on a un focus dessus, il y a beaucoup plus de PCR qui sont faites et on vérifie beaucoup plus les décès. Donc, c'est difficile de vraiment doser, mais vous ne pouvez pas dire que c'est pareil que la grippe. Et donc... Ouais. Excuse-moi, je te coupe, hein, mais on va essayer de se centrer, parce que ça fait déjà 2 heures. On va essayer vraiment donc, on va essayer de finir sur ce sujet qu'on attendait spécialement, puisqu'on savait qu'on finirait sur celui-là. Là, à partir de ce moment-là, donc il se passe 2 choses. Toi, tu as un regard scientifique, je l'ai dit, et tu vois des groupes de gilets jaunes qui sont constitués, parce que c'est ça aussi. Il y a un élément que j'ai oublié de citer. Les gilets jaunes sont constitués en réseau. Oui, tout à fait. Il y a même des réseaux qui ne s'aiment pas, il y a de tout. Hein, et il faut bien penser, arrivent les premières mesures où on va mettre un confinement. Donc, c'est-à-dire, on va dire aux gilets jaunes, en plus, vous ne pouvez plus manifester. Exactement. Il y a beaucoup qui ont sortir comme vous voulez. Ouais, il y en a beaucoup qui ont perçu ça comme centré sur eux-mêmes, hein, qui ont considéré que c'était du jamais vu, ils avaient besoin de ça pour mettre fin au mouvement, et qui internationalisaient ça parce qu'il y avait des mouvements au Chili au même moment, il y avait les mouvements de Hong Kong, qui disaient c'est bien tombé cette pandémie. Hein. J'en rigole, mais j'étais parmi ceux qui gueulaient à la dictature sanitaire. Ouais. Mais ensuite, j'ai découvert, en fait, on m'a fait remarquer en 2020, plus sur la fin de l'année, après avoir publié quelque chose, après avoir partagé une publication de Fouché, comme quoi ce gars était dangereux. De là, j'ai été me renseigner, je me suis rendu compte qu'il était rattaché à des réseaux pas très nets. J'ai été voir du côté de Didier Raoult, pareil, puis je suis tombé, je crois, ensuite sur toi début 2021, Alex. On est rentré en contact, tu m'as filé des éléments pour mon blog. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé vraiment
à plus me laisser avoir par le complotisme. Mais ça me fait rire avec le recul de me dire que j'ai pu être comme ça. Oui, mais en même temps, enfin, le cocktail, la disposition était optimum pour ça. Bah Ah oui, oui. c'était optimal pour y penser. Et en plus, les gens ont tendance à se centrer sur leur expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on essaie de vraiment, alors c'est pas tout le monde, il y en a qui arrivent à avoir un peu plus de vision large, mais beaucoup de monde regarde, même sur les vaccins, ils regardent leur entourage. Ma grand-mère, elle a été vaccinée, machin, moi je suis pas vacciné, regardez. Enfin voilà, des trucs comme ça, j'ai toujours des témoignages dans ce sens-là. Donc on a tendance à partir de notre expérience personnelle, notre vie personnelle, et à rattacher Bah, les c'est événements notre du cadre de monde. Ouais, référence, on pense ouais. qu'il correspond à celui des autres aussi, ce qui est faux. Donc là, effectivement, ce que tu racontes, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que je fais des manifs tous les samedis. Tiens, on m'empêche de faire les manifs. Donc c'est Comme vraiment par hasard. Comme c'est par centré sur hasard. ça. Alors la manière dont j'abordais ça avec les Gilets jaunes, c'était de leur dire, est-ce que tu veux bien faire un vrai travail sérieux? Tu vas maintenant regarder sur 50 ans les grosses manifestations qui ont eu lieu et regarder si sur 50 ans, il y a davantage ou moins de manifestations aujourd'hui dans le monde, hein, pas que en France, que avant. Et en fait, quand on regarde, il y a eu des phases où il y avait beaucoup de manifestations, où c'est variable, et que là, on n'était pas nécessairement dans une phase énorme de manifestations non plus, hein. Non, c'est juste, c'est Avec l'étendue qui était singulière pour une fois. nous, pour la France, En c'était un nombre peu d'années, particulier voilà. sur la durée, mais, Oui. c'était la seule particularité. Et encore, le mouvement, il battait de l'aile. C'était des gens qui, enfin moi, je faisais les gilets jaunes par principe un petit peu, je les soutenais parce que par rapport aux violences policières et parce que je trouvais qu'il y avait quand même un problème de fond et ça Oui, m'inquiétait pour c'était le ton axe. futur du mouvement militant. C'est-à-dire que je me disais, moi, je suis quelqu'un qui milite pour beaucoup de choses. Je me disais, si jamais on laisse passer ça, ces violences policières-là sur les gilets jaunes, dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais j'ai envie de protester contre je sais pas quelle réforme, une réforme des retraites ou une réforme de je sais pas quoi, je vais m'en prendre plein la gueule physiquement et notre droit de manifester, notre droit de nous opposer doit être maintenu. Oui, Et oui, donc, enfin, tu viens de le dire, rappelons-le, c'est un droit. ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors après, effectivement, on peut débattre de plus donner ce droit s'ils veulent, hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un droit et ce droit-là doit être respecté et ça me paraissait important de défendre ce droit-là par principe, plus que pour les gilets jaunes en tant que tels. Et donc, je continue à soutenir les gilets jaunes tous les samedis. Et je voyais de mes yeux ce que ça devenait. C'est-à-dire que moi, je décrivais ça un peu à un pote. Tu sais, quand tu fais une soirée, que ce soit en boîte ou à un concert, parce que moi je suis plus concert, et puis la soirée est finie, et puis tu as toujours les gros relous qui ont pas de potes, qui n'ont pas réussi à pécho de la soirée, et qui sont là tout le temps à te tenir la jambe au bar, à raconter de plus en plus de conneries, et qui veulent pas partir, et qui restent jusqu'à 6h du mat, 7h du mat, et que tant que la salle n'a pas fermé, ils sont là, quoi. Et J'ai c'était un vécu peu. ça pété au banc. Et donc, voilà, je rigole un peu de ça, mais certains des Gilets jaunes qui étaient présents me donnaient cette impression-là. C'est-à-dire que c'était vraiment les personnes qui avaient un peu la tête sur les épaules. Alors, il y en a beaucoup qui avaient été dégoûtés par les violences policières. Il ne faut pas négliger ça. Je Ouais. connais beaucoup de Gilets jaunes qui n'osaient plus venir en manifestation parce qu'ils avaient peur. Ils faisaient des dépressions, ils avaient des gros problèmes de santé derrière. Et au-delà de ces personnes-là, bah, ceux qui continuaient à venir, ils étaient de plus en plus farfelus. C'est-à-dire que quand j'allais dans une manif le samedi, sur la cinquantaine de personnes qui venaient à Nice, il y avait du Asselineau, il y avait un gars qui était dans une secte, enfin, il y avait vraiment des gens qui étaient plus du tout dans le gilet jaune typique de début de manif, qui avaient des revendications sociales. Ça partait Oui. vraiment dans du grand n'importe quoi. Et je Ça pense partait vraiment que dans les couilles. Ouais. C'est la dérive qu'on a appelée dans le, enfin, je voyais beaucoup moi dans le milieu Z notamment, qu'on appelait devenir l'anti-tout. Ils devenaient Oui. anti-tout en fait. Bah, c'était les bornés C'est mon obstinés. frère, c'est ce que j'ai vu avec mon frère d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est ceux qui, en fait, je pense, il y a une spirale de l'engagement chez ces personnes. Parce que, il faut t'imaginer, imagine que tu vas en manif, en début de manif, tu fais une deux manifs, et puis il y a ton meilleur pote qui perd sa main. Ton meilleur pote, il veut plus aller en manif. Il est mal, dépression, etc. Pour soutenir ton pote, tu vas y aller. Tu vas continuer par principe à dire non mais attends, il a perdu sa main, c'est pas pour rien. Et, euh, et en fait, il y a des tas de gens qui avaient des blessés autour d'eux, des blessés graves autour d'eux, qui continuaient à venir par principe parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit pour rien.
Bien sûr. Voilà, ils se rattachaient à quelque chose. Et il y a d'autres personnes qui, depuis le début, racontaient leurs trucs et étaient convaincus qu'ils étaient dans le vrai avec leur conflit, leur complot, pardon, pédosataniste ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Et donc, il y a, je pense qu'il y a une sorte de spirale de l'engagement pour certains qui ont tellement donné de leur temps et de leur investissement qu'ils ne voulaient pas que ça s'arrête, qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'avec un tel investissement, ça soit bon, on arrête de manifester, on rentre chez nous. Et donc, ils venaient quand même. Et je pense que c'est là qu'il y a un manque de reconnaissance flagrant. C'est-à-dire que si ces personnes avaient été davantage reconnues, si on leur avait permis aussi d'exprimer leur lutte, d'exprimer leur cause, alors pas les plus farfelues, mais les causes premières, les problèmes sociaux. C'est-à-dire que moi, j'ai été très estomaqué par le fait que j'étais dans le faux, en fait, sur l'écologie. Je me disais, mais attendez, c'est une réforme écologique, pourquoi est-ce que vous manifestez contre ça et pas autre chose? Mais en fait, ils m'ont expliqué, et je trouve qu'ils ont raison sur ce point-là, la taxe sur le carburant, elle affecte pas les bourgeois parisiens. Ils ont leur métro, eux. Elle affecte le gars de la campagne qui a un petit taf, qui galère, et qui est obligé de faire plein de kilomètres pour son boulot. Et en fait, c'est une réforme qui marque une distinction à la fois entre les villes et surtout la classe bourgeoise des villes et les gens qui sont à la campagne, qui eux, n'ont pas le choix que de payer cette essence. Voilà. Et, Donc, pour traduire ce que tu es en train de dire, pour ne pas rentrer dans le sujet politique, excuse-moi Alexander, ouais. mais on veut vraiment éviter le côté Oui, on n'est pas en train de politiser à outrance. débat, Ouais. voilà, pour que tout le monde fasse cette vidéo de manière objective. L'idée, c'est de dire qu'en fait, effectivement, il y avait des gens qui avaient une revendication sociale au début, Tout à fait. qui était, comme tu dis tout le temps depuis le début, et tu le dis très bien, discutable, qui était débattable, et d'ailleurs dont on aurait dû débattre. Ça ne me dérange pas qu'on la conteste, mais en tout cas, la dimension n'était pas anti-écologique, et l'idée anti-écologique était contestée par les manifestants même, et ils ont, là aussi, je pense, raison de le pointer. Ils disaient, la taxe carburant s'adresse à une partie de la dépense de pétrole, mais la grosse partie de ce qui est utilisé, c'est l'industrie. C'est pas du tout, je veux dire, c'est pas la petite essence que je mets moi pour aller à mon boulot. Effectivement, on doit tous faire des efforts, Ouais, etc. Mais c'est pas ça qui est le gros du problème du réchauffement climatique. C'est systémique, c'est beaucoup plus large, ça appelle à des solutions beaucoup plus grandes et beaucoup plus ambitieuses qu'une taxe sur le carburant. Et la taxe sur le carburant a une dimension injuste socialement, à mon sens. Voilà, c'est comme ça qu'il le présentait. Et je trouve qu'à ce niveau-là, en balayant un peu trop rapidement la chose, en disant oui, mais je suis écolo et c'est bien qu'il y ait une taxe sur le carburant, on est peut-être aussi un petit peu trop justement, peut-être pas dans l'erreur, ça se débat, on peut prendre cette position, c'est de la politique. Mais en tout cas, on balaye un peu rapidement l'argument de l'autre. On lui prête des intentions qui ne sont pas les réelles et on ne regarde pas la dimension complète du sujet. Donc je trouvais ça un peu dommage de balayer aussi vite ce genre de choses. Donc ça m'a appris une forme d'humilité aussi sur ça. C'est-à-dire que je me suis dit avec les Gilets jaunes, tiens, c'est marrant, il y en a quand même qui réfléchissent, qui posent des choses, ça va au-delà de la simple bêtise crasse qu'on essaie de leur... Ouais. Il y a une réflexion, il y a quelque chose de défendable et qui, moi, m'a convaincu. En tout cas, moi, personnellement, qui n'étais pas convaincu, j'ai changé un peu de position. Déjà, si je peux me permettre, quand on dit les Gilets jaunes, c'est déjà un gros paquet. Oui. Parce qu'en fait, déjà, les Gilets jaunes, c'était constitué de tas de choses bien différentes. Comme vous dites, il y avait des gens qui avaient des vraies réflexions. Il y avait des gens qui sont venus là parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Il y en a, ils sont venus pour faire plaisir aux potes. Moi, j'ai vu, j'en parlais souvent avec Yanis, j'ai vu des potes se regrouper qui étaient marqués très politiquement, notamment à l'extrême droite. Je ne veux pas, voilà, faut pas tergiverser, c'est comme ça. J'ai des potes qui étaient très marqués à l'extrême droite, qui ont fait des sièges au péage de Rivesaltes ici chez nous, et c'était quasiment que des mecs marqués politiquement comme ça, et se définissaient comme gilets jaunes. Et j'ai vu l'inverse aussi. Oui, tout à fait, non, c'était très hétéroclite. Les gilets jaunes, il faut quand même oublier, faut pas oublier, on en parle comme généralité, abus de langage, comme tu disais très bien tout à l'heure, il faut quand même rappeler que c'est aussi plein de petites composantes qui sont très, c'est pas homogène, c'est très hétéroclite. À la base, ce mouvement qui se voulait apartisan, le mot apolitique choisi au départ a été très malheureux et c'était une bêtise de l'utiliser, mais le mouvement qui à la base au départ se voulait apartisan est au final devenu transpartisan. C'est ça. Et moi au début j'ai vu des gens autour de moi, des proches, des amis ici, qui vraiment sont descendus, mais spontanément, au rond-point.
Hein, Le c'est le propos de moment fond où que je voulais on fait vous les dire, choses c'était ensemble. que les personnes qui avaient une réflexion, qui avaient une culture même politique, ou qui avaient des arguments et un fond, étaient présentes au début du mouvement, et puis ont été lassées, je pense, au bout d'un moment, et sont parties. Et c'est pour ça que je disais que le mouvement était un peu en perte de vitesse. Ne rester dans ce mouvement, il n'y avait plus beaucoup de ces personnes-là qui avaient un discours intelligent, etc. Il y avait beaucoup plus de gens farfelus qui restaient jusqu'au boutiste, qui avaient beaucoup plus des raisons personnelles parfois d'aller jusqu'au bout, comme je disais, violence policière ou autre, hein, ou complotisme pur et dur, Oui, cascade d'engagement, comme tu voilà, l'as mais dit. qui étaient vraiment jusqu'au boutiste. Et du coup, le mouvement était en grande perte de vitesse à ce moment-là, en 2020, et depuis très longtemps. Il était déjà en perte de vitesse depuis plus d'1 an. Et donc, à mon sens, il y a des gens qui espéraient une renaissance du mouvement, qui espéraient que les personnes fiables, sérieuses, etc., reviendraient dans la rue à un moment donné. Ils attendaient un élément déclencheur. Donc il y avait un espoir chez beaucoup de gilets jaunes et beaucoup de gens qui n'allaient plus en manif, j'en connais beaucoup, qui se définissaient comme gilets jaunes, qui suivaient les samedis, qui étaient parfois dépités par les discours publics, et qui espéraient un retour dans la rue. Mais Voilà. voilà, et donc les plus complotistes, évidemment, eux, sont les plus visibles tout le temps. Et les médias font ce travail. Ça, c'est un travers médiatique. J'ai vu le travail des journalistes, la manière de travailler des journalistes.